Bonjour et bienvenue sur VP APAC, le podcast qui s'intéresse à l'ouverture des marchés de la zone Asie-Pacifique pour les entreprises du digital et de l'innovation. Bonjour à tous pour ce podcast inaugural qui va s'appeler VP APAC. Je m'appelle Martin et j'en suis l'initiateur et j'invite Cédric ce matin, un vieux camarade d'Asie. Je crois qu'on s'est rencontrés la première fois à Hong Kong, à l'époque où moi j'étais pas certain d'atterrir entre Hong Kong, Malaisie et Singapour. Donc, c'était un peu plus de 10 ans. Nos chemins professionnels se sont rencontrés à plusieurs reprises et aujourd'hui tu es le... Alors tu vas me raconter ton titre exactement. Je sais pas si tu es un VP APAC, mais c'était l'idée qu'on avait pour t'interviewer ici et commencer un peu à comprendre qu'est-ce que c'est que ce rôle de lancer une entreprise en Asie, d'ouvrir des marchés, comment on les ouvre, comment on choisit, et puis quand l'équipe et les services grossissent, quels sont les différents challenges qui peuvent arriver sur la route. L'idée étant de pouvoir les partager avec des startups, des scale-up, des entreprises en France qui sont tentées par la région et qui se demandent par où on peut commencer. Je te laisse te présenter pour commencer. Ouais, merci Martin et puis merci de m'inviter pour ce premier podcast. Donc je m'appelle Cédric, j'ai déménagé à Hong Kong il y a plus de 10 ans, en 2010, sans job. J'ai pris un congé sabbatique, je bossais dans une boîte de conseil à l'époque qui s'appelle Eurogroup. Mhm. Et puis l'opportunité s'est présentée pour aller voir un petit peu à quoi ressemblait l'Asie. J'ai choisi avec ma copine à l'époque Hong Kong. Elle connaissait bien la région parce qu'elle travaille dans la mode depuis pas mal d'années. Moi, c'était une découverte complète. Et puis Hong Kong, on a pensé que c'était un bon équilibre entre quelque chose d'authentiquement asiatique, chinois, mais aussi qui permettait de trouver sa place dans un environnement qui était quand même anglophone. Et puis voilà, ça m'avait bien plu. Et peu de temps après mon arrivée à Hong Kong, j'ai monté une plateforme de e-commerce pour de jeunes designers. Alors, pour le coup, je connaissais rien à la mode et pas beaucoup plus au e-commerce, mais c'était une expérience complètement dingue et je pense que en l'espace de 4 ans, j'ai appris ce qui m'aurait pris peut-être 10 ans dans une corporate. Et puis, bon, sans rentrer dans les détails de cette aventure, j'ai passé la main et malgré tout, j'ai pu continuer dans cette industrie. J'ai été invité à un événement à Paris qui s'appelle China Connect. Allié par notre amie commune Laure de Carayon, toujours en Exactement. activité, on lui passe un bonjour. Bonjour Laure. Et Laure m'avait invité sur la scène pour démystifier le e-commerce en Chine, qui à l'époque, donc on était en 2014, était en plein boom. Et c'était encore quelque chose d'assez mystérieux pour beaucoup de corporates en France. Et dans l'auditoire se trouvait l'un des cofondateurs de 55. Et c'est comme ça qu'est née cette relation. Donc, en fait, 55 cherchait à se développer en Asie pour accompagner leurs clients existants et puis aussi pour apporter dans cette partie du monde une expertise qui était assez unique encore à l'époque. Et puis voilà, ça a bien fité et quelques mois plus tard, je commençais à Hong Kong. J'ouvrais le bureau 55 à Hong Kong Ok. et j'étais seul. Enfin, c'était un peu ma start-up finalement. Ouais, très bien. Il y a deux thèmes un peu sous-jacents dans ce que tu racontes qui, je pense, sont assez propres à ces rôles de VP APAC qu'on va développer au fur et à mesure des épisodes. C'est le côté on part de rien. Et donc, très souvent, le fait de se faire un peu les dents sur le terrain. Alors, toi, avec ta startup, moi, j'ai l'occasion avec d'autres boîtes que j'ai pu monter à Singapour de la même manière. Mm. Et le côté réseau. C'est-à-dire Mm. que l'une des questions, c'est comment on arrive, alors soit quand on est l'entreprise qui veut se développer, à trouver les bons profils, ou soit quand on a un profil comme le tien, qui a fait quelques années d'entrepreneuriat, comment on peut accéder à ce type de job. Mm. C'est rarement avec un job sur LinkedIn, une description très claire, c'est souvent le réseau. Mm. Donc ça m'intéresserait d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous présenter 55 très rapidement et quel a été le début de cette conversation quand vous avez souhaité monter ce partenariat pour lancer en Asie il y a maintenant près de 8 ans? Oui. Alors, 55, c'est une société de conseil.
spécialisé dans la data et l'analytics. Donc, c'est des anciens de Google qui ont monté ça en France il y a un peu plus de 10 ans. L'objectif étant d'aider des corporates, essentiellement des grands groupes, essentiellement du B2C, mais cross-industry, à utiliser, alors à collecter évidemment, pour commencer, et puis à utiliser ces data pour un marketing plus efficace. Donc, c'est une boîte de service. Boîte de service, Ok. exactement. Donc, Et on c'est-à-dire a que c'est une agence qui, en Mhm, gros, anticipe son développement futur et se dit, il nous faut avoir les marchés en Asie, peut-être parce qu'il y a des clients globaux qui peuvent être présents en Asie, mhm. ou parce que je suis curieux, ils avaient déjà l'intention d'ouvrir en Asie, ou la discussion c'était, tiens, il y a Cédric qui est en Asie, et tu leur as, entre guillemets, Mm. vendu ou présenté les opportunités. Non, non, il y avait déjà l'envie d'aller en Asie. L'objectif ultime, c'était évidemment la Chine. Ouais, Là où je pense qu'il y a eu peut-être une inflexion dans leur réflexion, c'est où commencer. ouais, point de départ. Et voilà, Hong Kong, porte d'entrée vers la Chine, était une bonne option. Très clair. Maintenant, ça fait 8 9 ans. Mm, Donc, j'imagine que déjà. l'entreprise, en tout cas la branche asiatique, si on peut l'appeler comme ça, s'est beaucoup développée. Mm. Vous êtes combien aujourd'hui et quelles ont été, selon toi, les trois, quatre grandes étapes de ce développement? Alors, on est bientôt 50 personnes sur la zone. Hong Kong est toujours notre hub régional et puis on a ce que j'appelle des petits des satellites. Mhm. On a commencé à Shanghai et puis Shenzhen et puis Taipei et l'an dernier Singapour. Et puis on continue à recruter sur la région d'Asie du Sud-Est. Est-ce que vous aviez déjà, quand vous avez lancé, une sorte de cible en vous disant l'Asie doit représenter 5, 10, 15, 20% de l'ensemble de 55 globalement? Alors oui, effectivement un objectif d'internationalisation depuis très longtemps. Aujourd'hui, l'Asie, ça représente à peu près 13-14% de la workforce, à peu près pareil en termes Ouais, de donc c'est une revenus. bonne. Quand tu lances 55 il y a 8 ans, tu as une Mm, idée de comment faire, tu as mm. un blueprint, tu as une théorie, et comment ça s'est rencontré avec la pratique. Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est l'expansion géographique. On a pris le temps de construire quelque chose de solide à Hong Kong Mhm. avant d'ouvrir un autre bureau à Shanghai. On avait déjà des clients là-bas, des références, du revenu, avant de recruter une équipe en local. Et puis ensuite, cette ouverture de bureau s'est accélérée. On a toujours eu Singapour en ligne de mire et si c'était à refaire, je pense que c'est un bureau qu'on ouvrirait beaucoup plus tôt parce que un petit peu comme les États-Unis, c'est un marché qui est devenu très concurrentiel. Euh, c'est à travers certaines discussions avec nos partenaires, notamment Google, on a identifié une opportunité à Taïwan qui est pas forcément un marché dont on entend souvent Mhm, parler, mhm. mais qui, d'après moi, était sous-servi sur nos services. Et donc, on a assez rapidement tout mis en place pour ouvrir un bureau là-bas. On a eu un petit peu de mal à trouver quelqu'un de bien pour en prendre la tête. Mais en fait, on a vraiment bien fait parce que c'est un de nos bureaux qui cartonne le plus. Et on bosse avec à peu près tous les grosses boîtes taïwanaises qu'on connaît, Asus. C'est intéressant parce que c'est un marché qui est effectivement très tourné export au Ouais, niveau de leurs entreprises. ouais, Ah, et puis avec la partie exportation qui effectivement fait sens, avec beaucoup de boîtes en B2C notamment. Donc, ouais. ouais. Puis on bosse aussi avec des sociétés taïwanaises qui ne sont présentes que sur le marché domestique, des banques notamment. Ouais. Donc, ouais, Taïwan, c'est vraiment la belle surprise parmi tous ces développements. Donc en gros, donc tu ouvres Hong Kong, tu Mhm, consolides, mm, tu as une bonne base où tu dis c'est bon, ça tourne, tu ouvres un deuxième bureau avec Shanghai. mm. Alors la question que je vais te poser, c'est comment tu ouvres un second marché? Est-ce qu'en gros, un second bureau, entre guillemets, est-ce que tu trouves d'abord le marché et tu te dis il me faut la bonne personne, ou est-ce que tu trouves une personne et tu te dis cette personne c'est la bonne et on va jouer avec cette personne pour ouvrir ce marché-là? Je suis juste curieux de savoir comment un peu tu mets la mécanique en place et quel est le profil de cette personne que tu as à qui tu as confié, j'imagine, la direction de ce second bureau. Mm. Alors, à nouveau, la Chine a toujours été dans le radar, mais comme,
comme toujours, en fait, c'est vraiment la personne qui va faire le succès ou l'échec. Euh, pour parler de la Chine, on a eu du mal à trouver un, un manager. J'ai toujours considéré nos bureaux comme des bureaux locaux qui avaient besoin d'une équipe locale. Mais ça prend énormément de temps de trouver la bonne personne qui comprend vraiment ce qu'on fait, parce qu'on on n'est pas une boîte de SaaS, on est vraiment une Mhm. boîte de conseil. Et on a une gamme de services quand même très large. Vendre un produit, vendre un service, c'est quand même deux choses extrêmement différentes. Aussi, on travaille beaucoup avec enfin, des clients qui euh, ont pas forcément la bonne compréhension de ce qu'on fait. Donc, il faut être capable d'expliquer, d'être dans une démarche de questionnement. Et c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Donc, on a passé beaucoup de temps à interviewer des gens et à construire cette équipe. Et donc aujourd'hui, tu as plusieurs de ces managers dans chacun de tes hubs. Mm, Est-ce qu'ils sont considérés comme des country managers, des directeurs ou directrices de pays? mm. Head of Office. D'accord. Ça m'a pris, ouais, je pense, 7 ou 8 ans pour avoir enfin des bras droits, des personnes de confiance dans chacun des bureaux. 8 ans. Et entre chaque ouverture de bureau, il m'arrivait d'avoir à redescendre dans les projets, assurer la bonne, le bon delivery, le bon niveau de service. 55, on a toujours eu un positionnement premium, donc on est relativement cher par rapport à nos concurrents. Et donc, enfin, vraiment le delivery, la réputation, Ouais, c'est l'essentiel. Ouais. ça fait tout. Ouais. Très clair. Quels sont les challenges, les défis que tu as sur la partie ressources humaines? Mm, Parce que recruter quand tu es... Alors, 55, vous avez peut-être une partie de la réputation qui vient en gros, fondée par des anciens Googlers, donc ça peut rassurer. mm. Comment tu vois, en gros, la marque employeur quand tu veux recruter des décideurs pour ces nouveaux bureaux ou des personnes qui vont être dans le staff, et Mm. comment tu les retiens? Parce que ça, c'est quand même une question en Asie. Il y a beaucoup d'opportunités. Les gens peuvent aller à droite, à gauche. Ouais. Là, dans les 10 dernières années, on a vu quand même presque toutes les boîtes européennes, américaines, services, produits venir en Asie. Et donc, du coup, la compétition pour les talents, je trouve, est vraiment très exacerbée. Mm. Comment tu fais pour retenir tes équipes? Alors, avant tout, on s'assure qu'on a une grille de salaire qui Mhm. soit en ligne avec le marché, mais parfois ça suffit pas. Là, on a un exemple très récent d'un ingénieur qui, évidemment, est un profil hyper rare sur le marché et qui joue en fait de ce manque de bons profils. Bon, le salaire, c'est une chose. On investit énormément sur la formation continue. Donc, on a un programme d'onboarding qui est déjà assez complet, mais ensuite, on a ce qu'on appelle des cliniques, à peu près toutes les semaines, tous les vendredis, qui permettent de garder les gens intéressés, motivés et curieux. En fait, c'est surtout ça qu'on recherche. Même au niveau junior, est-ce que le candidat ou la candidate est authentiquement intéressé par ce qu'on fait et a envie d'apprendre? On a eu par le passé, je pense, quelques erreurs de recrutement où, en fait, les gens restaient pas, mais essentiellement pour des raisons de salaire. Pendant le Covid, on a eu pas mal de départs. Il y a aussi, et c'est spécifique à Hong Kong, des gens qui sont partis de Hong Kong, des Hongkongais vers le UK, vers le Canada. Mais il y a eu aussi une surenchère sur les salaires. Et c'est pas quelque chose dans laquelle on veut rentrer. Tu vois, c'est pas une dynamique Mhm. saine. Donc, on a perdu quelques bons éléments. On essaye de compenser ça avec aussi un environnement de travail qui est bienveillant. Euh,
qui donne beaucoup de liberté aux personnes pour diriger leur carrière. Donc, on a des facilités pour passer d'une équipe à l'autre ou d'un bureau à l'autre aussi, euh, pour peu que la personne ait au moins un an de seniorité. Donc voilà, il y a une certaine flexibilité aussi. Après, voilà, il y a des gens qui sont toujours intéressés pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais cette année, on a très peu de départs. J'espère qu'on pourra construire sur cette équipe en 2023. Quels sont, au bout de ces 8 9 ans, tu dirais, tes key learnings, tes enseignements clés, les Mm. deux, trois choses où tu te dis ça, c'est vraiment les trois grandes choses que j'ai pu apprendre au fil de l'eau? Oui, alors la première chose, je pense, c'est les people. Euh, Surtout dans une boîte de consulting. Ça fait tout. Ça fait tout. C'est évidemment pas mal de temps à passer avec son équipe. On essaie de garder une organisation assez flat, mais tiens, pour donner un exemple, j'ai 7 personnes en management direct. Donc, c'est déjà 7 heures par semaine que je Ouais. passe avec elles En en one-to-one, one-to-one. ouais. Ouais. Et c'est juste indispensable. Et elles aussi apprécient le fait que je m'implique. En tout cas, je suis là pour les aider, sans être dans le micromanagement, évidemment, mais que je passe du temps avec elles, et puis on échange des idées, et puis on s'assure aussi que on suit le plan qu'on s'était donné, ou bien qu'on change de direction si quelque chose ne fonctionne pas, etc. Donc, oui, les people, c'est tout. Et puis, ne pas hésiter aussi à, à- à laisser partir ceux qui ne fit pas dans la culture de la boîte. C'est parfois douloureux. On a eu une expérience à Shenzhen l'an dernier, un peu drama, qui s'est pas trop mal terminée, mais assez stressante. Et puis, l'autre aspect, c'est la difficulté à scaler dans la région. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que les sièges en Europe ou ailleurs peuvent vraiment saisir. C'est avoir 5 bureaux dans la région, c'est pas la même chose qu'avoir un gros bureau en France. Ouais, bien sûr. Euh, tout est multiplié. Les questions d'emploi, enfin, comment recruter, quelles sont les bonnes plateformes pour recruter, quelles sont les régulations en termes d'emploi également, comment monter une structure, les questions de withholding tax aussi, quand on Ouais. commence à invoicer nos clients en cross-border, et puis évidemment tout ce qui est langue, culture locale, Ouais. comment on fait du Comment tu business. vends? Ouais. Voilà. Donc ouais, beaucoup de complexité en fait dans la région. Même si on vient avec une offre forte, une marque forte avec puis un portfolio de références qui est quand même assez chouette. Euh, c'est il y a pas de garantie de succès du tout. Il y a des pays où ça prend tout de suite, comme à Taïwan. Il y a des pays où ça prend un peu plus de temps, comme ici à Singapour. Le timing est hyper important aussi. Dans le marché en particulier, tu veux Ouais, dire? Ouais. ouais, ouais. Dans notre secteur. Comment tu sens qu'un marché est prêt? Est-ce que c'est par rapport à la présence des compétiteurs ou est-ce que c'est par la présence de grandes conférences? Tu y mm, vas, tu prends un ouais, peu le pouls du marché, tu dis mm. là, le niveau des discussions te laisse penser qu'ils sont prêts à acheter les services, par exemple, que vous fournissez? Ouais, il faut s'imprégner le plus possible de ce qui se passe sur ton marché cible, en fait. Donc, oui, les événements, c'est une option. Il y a French Tech aussi, hein, qui est Ouais. une bonne source D'insights, d'informations. d'entraide. Ouais. Voilà. Euh, des partenaires locaux qui peuvent t'aider à identifier où sont les manques, les gaps dans le marché. Et puis ensuite, faire venir les partners sur le terrain pour qu'ils voient d'eux-mêmes Mhm. à quoi ça ressemble. Alors ça anticipe un peu ma question suivante, c'est comment toi, en tant que... ton titre, c'est VP APAC, Managing Director MD, APAC, MD, ouais, MD, c'est pareil, on va dire. tout à fait pareil. Comment tu gères cette relation avec le siège? Hmm. Parce que c'est pas simple, je trouve, quand on est
parachuté, entre guillemets, dans l'Asie lointaine. Mm. Vous, le siège est en France, c'est ça? Paris. Ok. Mm. Donc, c'est un peu le cas classique de, effectivement, une entreprise avec un siège en Europe Mm. qui veut s'étendre en Asie, qui, j'imagine, est déjà bien occupée par son marché américain, atlantique. Comment tu gères cette relation? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, tu aurais eu besoin de plus de soutien? Est-ce que tu as des conseils si des dirigeants ou des dirigeantes aujourd'hui de start-up, scale-up, agences en France se disent, j'ai envie d'envoyer une équipe ou de bosser avec quelqu'un en Asie, c'est quoi les deux, trois conseils pour que le lien soit bien gardé et que la communication soit claire entre, encore une fois, un centre qui a ses préoccupations Mm. et un marché où toi, tu es avec ton fusil en train de te balader dans les marchés pour savoir un peu comment conquérir. Ouais, puis un siège qui évidemment a pas la finesse de compréhension de ce qui se Mhm. passe sur le terrain. Donc, à nouveau, c'est eux qui te font confiance. Alors, je pense la raison essentielle pour laquelle je suis toujours chez 55, C'est pas mal. ouais, j'aurais jamais imaginé passer autant d'années dans une boîte, mais en fait, c'est la liberté d'action que les partenaires m'ont donnée dès le début. Au début, évidemment, dans les premiers mois, euh, de, de la création du bureau de Hong Kong, euh, on avait des points extrêmement réguliers, et puis je leur disais ce que je faisais, les problèmes que je rencontrais, les challenges, etc. Mais ils étaient là pour me conseiller. Ils venaient aussi régulièrement me rendre visite, et puis je leur blindais des semaines de meetings dans tous les sens. Des vrais roadshows, entre Ouais, guillemets. Ouais. intensif, intensif. Ouais, je pense qu'ils repartaient à Paris, mais Ouais, donc ils lessivés, savent quoi. que tu fais le boulot, tu as les Voilà. contacts, il y a de l'intensité, entre guillemets, en termes d'activité. Exactement. Donc, surcommuniquer Ouais. sur ce que tu fais Ouais. sur place. C'est hyper important. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment avec le recul? Alors, Hmm. sur 8 ans de market expansion, ça fait beaucoup, mais est-ce qu'il y a une chose où tu te dis, là, c'est vraiment, si tu aurais pu faire ça différemment, ça t'aurait aidé? Bah, je l'évoquais tout à l'heure. Si ça c'était à refaire, j'aurais ouvert Singapour quasiment en même temps que Hong Kong. Parce que c'est des marchés qui se tirent la bourre un petit peu Bien sûr. depuis toujours. Les cités sœurs, jumelles, Voilà, ennemies. et un peu ennemi, voilà. Et là, on arrive à Singapour un petit peu en retard. Ouais. Donc, il faut qu'on joue des coudes. Euh, Ça va prendre un peu plus de temps que si on était arrivé en avance de phase quand le marché Mhm, était mhm. moins mature. Ceci étant, tu vois, on a déjà remporté un super deal avec HDB là, il y a quelques mois. Donc, une agence gouvernementale locale, donc en plus, ça a une importance Voilà, très belle ref. supplémentaire à Singapour, qui est un pays qui est très, très fort en termes de civil service, Mm. agence publique. Voilà, exactement. Donc, un gros RFP qu'on a remporté. Voilà. Est-ce qu'il y a un deal en particulier qui t'a marqué sur ces 8 ans? Alors, il y en a plusieurs, évidemment, mais il y en a peut-être un petit peu emblématique. Ce serait Kia, avec qui on a signé en Corée sans avoir de bureau là-bas, sans avoir personne sur le terrain. Et je pense voilà, on avait vraiment bien bossé l'appel d'offres. C'est pas un client forcément facile. Et puis, je pense qu'il y a aussi des différences culturelles qu'on a encore un petit peu de mal à saisir. Euh, voilà. Et c'est typiquement, en fait, le- la raison pour laquelle on pourrait ouvrir un bureau en Corée demain. Donc, Ouais, avoir parce que tu déjà as une grosse référence voilà, locale qui te permet de faire ton marketing, entre guillemets, bouche à exactement. oreille, très clair. Mm. Quels sont les marchés qui te semblent les plus faciles, entre guillemets, à ouvrir et ceux qui te semblent les plus compliqués? Et à quel titre? Ouais. Alors, je vais commencer par le plus compliqué, c'est évidemment la Chine. C'est évidemment un marché énorme en théorie, mais c'est un marché extrêmement compliqué. Pour pour te donner un exemple, on bosse avec un certain nombre d'entreprises à Shenzhen dans la tech. Donc, de l'autre côté de la frontière, très proche de Hong Kong. Voilà. Qui sont, donc qui visent le marché domestique, mais aussi qui sont très tournés vers l'export. Euh, et il nous est arrivé à plusieurs reprises de perdre des renouvellements de contrats, non pas parce qu'on ne faisait pas un bon job, mais simplement parce que le deal était drivé par le coût. Voilà. Donc, notre concurrent offrait 10%, 20% de moins que nous. Et voilà.
Donc hyper frustrant pour moi, mais aussi pour mon équipe qui avait quand même bien bossé sur le compte. Et c'est des choses en Chine qui arrivent tout le temps, tout le temps. Donc d'avoir un concurrent, en anglais on appelle ça lowballing, C'est ça, donc qui vient écraser les prix, faire une offre vraiment discount. c'est ça. Et en Chine, c'est très, très drivé par le coût. Euh, Et donc du coup, à contrario, le pays qui t'a semblé le plus facile, ou peut-être de manière surprenante, euh, je sais pas s'il y a un marché facile en Asie, hein. un marché où tu t'es dit par exemple par rapport à ton plan d'approche, Hmm. ça a été exécuté à peu près comme tu l'imaginais, il n'y a pas eu de grosses barrières, de grosses mauvaises surprises. Écoute, à ce moment-là, à part Hong Kong où on est quand même implanté depuis Ouais, longtemps et on a tu avais ton réseau. voilà, on a une super réputation, il y a beaucoup de word of mouth, on n'a pas besoin de faire beaucoup de marketing à Hong Kong je pense qu'on est quand même de loin le leader Mhm. sur nos champs d'expertise. Taïwan, Taïwan est vraiment sur tu vois, une tendance de croissance qui est assez phénoménale. Et pourtant, on a une toute petite équipe là-bas. Ils sont 5 ou 6 maintenant. Et en quelques années, on a réussi à bosser avec toutes les grosses refs du pays. Et pour faire le lien avec ce dont on parlait avant, mais en fait, c'est vraiment la personne, quoi. On a trouvé un Taïwanais à Hong Kong. On a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un de bien. On est allé à Taipei faire passer beaucoup d'entretiens. On avait même recruté enfin, on travaillait avec un cabinet de recrutement. Ouais, Et au final, j'ai trouvé ce Taïwanais à Hong Kong à travers mon réseau. Et enfin, l'aventure en fait de monter un bureau lui a beaucoup plu. Il était prêt à rentrer à Taïwan. Et voilà, super, super découverte, ouais. quoi. On bosse super bien ensemble. Euh, voilà, c'est vraiment, voilà, si on pouvait avoir ça dans tous nos Ouais. pays Ouais, donc tout de c'est vrai qu'il suite, y a, il y a à la ce fois serait le génial. côté réseau et le côté culture entrepreneuriale. Mm, Parce que quand tu lances, comme tu le dis, pour même une boîte qui est déjà installée en termes de service, de réputation, de référence, c'était le mm, cas de 55, je pense, quand ils ont ouvert avec toi en Asie, mm, ça fait pas tout. Il faut localiser les références. mm, Une grosse ref globale, moi j'ai eu le cas. Oui, nice to have, mais ça te montre pas que la boîte est capable de délivrer localement, mm, dans le langage, avec le niveau de support. ouais, Et le côté entrepreneurial, évidemment, où tu as besoin de personnes qui sont aussi hungry, c'est qui ont ça. faim, et que ça excite d'avoir ce côté ouverture de marché où tu es quand même dans une ambiguïté pas permanente, mais en tout cas assez longue, Mm, le temps de savoir si le marché va bien répondre, si mhm, tu es sur le bon positionnement. Euh, voilà, tu vois, quand tu parlais par exemple, quand tu obtiens des RFP, donc des appels d'offres, il faut quand même avoir les bons circuits. Les appels d'offres sont pas juste en l'air comme ça, il faut avoir mm, les bons réseaux pour les capter. mm. Donc ça, c'est une partie importante. Évidemment, on fait des business plans à chaque ouverture de bureau, mais comme tu le dis très bien, tu ne sais jamais ce qui va vraiment fonctionner avant d'aller tester ça auprès de tes prospects. Donc au début, je répète très souvent à mes head of office, au début, c'est une question de volume. Il faut Ouais. rencontrer le plus de personnes possible et voir ce qui prend. Mm, mm. Et voir ce qui prend, mais aussi voir comment amener les choses. Aussi s'assurer, notamment en Thaïlande, qu'on est en train de développer, que tu parles aux bonnes personnes. Beaucoup de personnes qui ne sont pas decision makers, mais qui vont jamais te le dire. Et puis tu te rends compte qu'en fait, ta proposition est en train de circuler en interne, mais pas auprès des bonnes personnes. Et quelque chose qui devrait prendre quelques mois va prendre un an ou deux parce que simplement, Ouais. L'accès au pouvoir. voilà, tu t'es pas remonté assez haut ou t'es pas remonté dans la bonne équipe. Est-ce que tu as l'impression, parce que il y a quand même, j'ai l'impression, des hypothèses que souvent les gens en Europe ont par rapport à l'Asie, Mm, notamment que c'est très top-down, très pyramidal comme mhm, structure de pouvoir chez les clients ou dans l'économie. mm. Est-ce que tu vérifies ça? Est-ce qu'il faut vraiment arriver très haut, entre guillemets, en termes de decision maker, pour ensuite, quitte à ce que la proposition redescende dans les étages, dans les départements concernés, est-ce que c'est vraiment important d'avoir cette connexion au Mm. C-level? Ouais. Euh, dans la, alors, je vais un peu généraliser, mais de manière générale, oui. En particulier dans les économies émergentes.
Ouais, Et en particulier dans les économies, enfin, ou dans les pays où il y a un respect extrême pour la hiérarchie. Donc, c'est le cas en Thaïlande. ouais. Euh, On appelle ça le Kingdom Culture, parce que mm, c'est l'un des royaumes dans la région, avec effectivement le pouvoir du roi qui est très très fort. c'est ça. Ce qui se passe parfois, c'est que tu vas avoir une discussion avec un VP ou un directeur qui peut être natif, euh, très souvent éduqué, peut-être à l'étranger, qui a aucun problème en anglais. Donc tu te dis c'est un bon départ, a Voilà, priori. voilà. Et ensuite, en fait, ton projet ou ta propale va descendre d'un cran, et là, tu passes en langue locale, Ouais, et tu vas avoir un espèce de stream parallèle que tu maîtrises pas du tout, puisque tu ne parles pas la langue, à moins que tu aies déjà quelqu'un dans ton équipe qui peut faire ce pont ouais. entre ces deux mondes. Et c'est ça aussi, je pense, qui peut rendre les cycles de vente assez longs dans ces pays. Donc, il faut un track en gros exécutif. Donc, c'est Mm, toi, le MD, avec le ou la décideur côté client. mm, Et puis après, le track du praticien, entre guillemets, de la personne qui va vraiment prendre le projet avec toi de manière c'est opérationnelle. ça, Où là, il faut que tu aies quelqu'un dans ton équipe qui corresponde un peu au même niveau c'est ça. et idéalement la même culture. Qui est cette proximité culturelle qu'on n'aura jamais en tant qu'expat. Ouais, Mm. bien sûr, bien sûr. Donc, il faut accepter en tant que VP ou MD de, de prendre un peu de distance et de faire confiance à ton équipe. Très clair. Est-ce que tu y as un dernier conseil que tu donnerais à un dirigeant, une dirigeante en France qui se pose la question de l'Asie? C'est quoi le premier pas à faire pour commencer cette exploration? Est-ce que c'est d'aller prendre un avion et d'y aller soi-même? Est-ce Mm. que c'est de regarder dans son réseau s'il n'y a pas une personne bien placée à Hong Kong, à Singapour, en Chine qui peut avoir un entretien avec elle ou lui? Évidemment, il faut passer du temps sur place. French Tech, par exemple, je crois que Business France aussi organise Ouais, des trips. À nouveau, rencontrer un maximum de personnes. Essayer de ne pas rencontrer que des Français. ouais, La deuxième étape, effectivement, c'est le recrutement. Euh, alors, soit des cabinets de recrutement, soit son réseau. Passer du temps et pas forcément se jeter sur voilà, la première personne qui semble faire le job, parce qu'en fait, il y a un tel ouais. investissement en termes de formation, tu vas créer une relation de confiance euh, envers cette personne qui va être, tu vois, le représentant de ta marque, en fait. Ça, je pense, que Ouais, c'est donc vraiment la première pierre entre guillemets est critique et ouais. tu peux pas te contenter de quelqu'un qui est good enough Ouais, ou qui a l'air de pouvoir faire le job pour vraiment être très en confiance. exactement. Puis c'est cette personne qui va ensuite construire son équipe. Ouais, bien sûr. Donc l'impact sur la seconde vague entre guillemets de développement Mm, mm, critique. Ouais, mm, mm. très clair. Pour finir, un objet que tu prends toujours avec toi dans tes bagages, parce que la vie d'un VP ou d'un MD, c'est souvent de naviguer dans les marchés, aller Mm, voir les équipes, les rassurer, les former, aller pousser un peu pour faire du BD. Donc, mm. qu'est-ce qu'il y a dans ta valise que tu prends tout le temps? Écoute, j'ai un fils de 9 ans qui me glisse toujours dans mon sac son doudou. Ah, super. Un petit chat que j'ai là d'ailleurs. Et donc, je lui envoie des petites photos quand Ouais, j'arrive à l'hôtel. très bien. Et tu te sens moins seul dans les grands hôtels un peu C'est impersonnels, ça, puis je pense que c'est sa manière à desquels on lui est des de... bons clients, mais Voilà. effectivement. Super. Cédric, merci beaucoup pour ton temps et Merci puis à très Martin. bientôt en Asie. Bye bye. Merci, à bientôt.